Bienvenue dans notre exploration des 16 lois du succès de Napoléon Hill. Aujourd'hui, on s'attaque à la quatrième loi, et c'est un pilier qui semble simple en surface, mais qui est d'une profondeur redoutable. L'habitude d'économiser. Bonjour. Oui, c'est un sujet que tout le monde pense connaître. Mais l'approche de Hill, elle est radicalement différente. Il sort complètement ça de la simple gestion de budget. Ah oui. Pour lui, ce n'est pas une contrainte, c'est la construction d'un pouvoir. Exactement. C'est presque un acte de rébellion silencieuse contre les circonstances. L'idée n'est pas la privation, mais la construction. C'est ça. Il s'agit de comprendre comment une habitude, souvent invisible, peut soit nous enchaîner, soit nous libérer de manière spectaculaire. Bon alors, plongeons là-dedans parce que je crois que sa vision peut vraiment tout changer. Pour commencer, il martèle une idée qui est le fondement de toute sa philosophie. Économiser n'est pas une action ponctuelle, Non, c'est une habitude. tout à fait. Il utilise une analogie très forte, celle du sentier dans une forêt. La première fois, on force le passage. C'est difficile. Très. Mais à force d'y passer, un sentier se crée, puis une route. Et à la fin, notre esprit l'emprunte sans même y penser. C'est ce qu'il appelle la loi de l'habitude. Exactement. Et elle peut être notre meilleur allié ou notre pire ennemi. Il affirme que beaucoup de gens restent dans la pauvreté parce qu'ils sont prisonniers d'habitudes de dépenses. Sans même s'en rendre compte. Voilà. Ces habitudes créent une sorte de limite subconsciente à ce qu'ils pensent pouvoir accomplir. C'est un plafond de verre en fait. C'est exactement ça. Un plafond de verre. Et si l'habitude d'économiser, c'est l'ange sur notre épaule, il identifie très clairement le démon sur l'autre. L'habitude de s'endetter. Oui, Et sur la dette, alors là, il ne prend vraiment pas de gants. Ces mots sont d'une violence assez rare. il la qualifie de maître sans pitié. En ennemi fatal, il parle d'un véritable esclavage moderne. C'est ça. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'il ne parle pas que d'argent. Il dit que la dette détruit l'ambition, La confiance en soi? l'espoir. Elle nous place dans une position de peur constante. C'est la manifestation la plus concrète de ce qu'il nomme la peur de la pauvreté. On ne pense plus à construire, on pense à survivre. On pense à peine à respirer. Toute notre énergie mentale est aspirée par ça. Mais attendez, il ne met pas toutes les dettes dans le même panier, si. Non. Et c'est un point crucial. Il fait une distinction très nette. Laquelle? Il y a la dette pour des futilités, des biens de luxe qu'on ne peut pas se permettre. Ça, c'est le poison. D'accord? Et puis, il y a la dette contractée dans un but professionnel, pour acheter des outils, pour investir. Et celle-là, il la voit comme un investissement. Voilà. Si elle est bien calculée, ce n'est plus une dépense. Le danger, ce n'est pas l'emprunt en soi, mais l'habitude d'emprunter pour le superflu. C'est clair. Alors, comment on inverse la tendance? Il propose un plan d'action, j'imagine. Oui, la première étape, c'est de lier l'épargne à son objectif principal. Il faut inclure dans cet objectif la résolution d'économiser un certain pourcentage de tous ses revenus. L'épargne devient une partie intégrante du but à atteindre. C'est ça. Ce n'est plus une corvée, c'est un pas de plus vers son objectif. Et la question que tout le monde se pose, combien? Il donne un chiffre. Il suggère un budget idéal, 20% pour l'épargne. 20%. Ça peut paraître énorme aujourd'hui. Ça peut sembler être une montagne, oui. Mais c'est là que sa démonstration devient fascinante. Il nous montre que l'escalade commence par un tout petit pas. Avec les petites sommes. Exactement. Il prend l'exemple de 5 euros par mois. C'est 17 centimes par jour. Une somme que presque tout le monde peut trouver. Et là, la magie opère. La magie des intérêts composés. Ces 5 euros par mois se transforment en 1000 euros en 10 ans. C'est fou. Et avec 50 euros par mois, on atteint 10 000 euros. Il rend l'objectif accessible à tous. Le plus dur, ce n'est pas le montant. C'est de commencer. De commencer et de ne jamais, jamais briser la chaîne. Et pour illustrer l'inverse, il prend des exemples assez brutaux. Je pense à cette histoire du jeune homme qui gagnait 200 euros par semaine. Ah oui? Et qui en dépensait plus de 70 pour des choses... Qu'il aurait pu facilement éliminer. Des cigarettes, des sodas, des pourboires un peu trop généreux. des choses presque invisibles au quotidien. Et c'est terrible parce que tout le monde peut s'y reconnaître un peu. C'est vrai, on regarde son relevé à la fin du mois et on se dit mais où est passé tout cet argent? Voilà. Il nous force à regarder ça, non pas pour nous culpabiliser, mais pour nous montrer le coût d'opportunité colossal que ça représente. Ce jeune homme, rien qu'en économisant 25 euros par mois, Il aurait accumulé 5 000 euros en 10 ans. Une petite fortune qui s'est évaporée en fumée et en bulles de soda. ce qui est puissant aussi, c'est qu'il ne se positionne pas en donneur de leçons. Il admet lui-même être tombé dans le panneau.
Avec une franchise désarmante, il avoue avoir personnellement gaspillé des centaines de milliers de dollars avant de comprendre cette leçon. Et il met le doigt sur le renversement psychologique qui est nécessaire. Totalement. Le réflexe de la plupart des gens, c'est « Ok, je reçois mon salaire, je pense d'abord à comment le dépenser ». Et ensuite, s'il reste quelque chose, peut-être j'économise. Et les gens qui réussissent font l'exact inverse. Ils reçoivent leur salaire, ils économisent d'abord la part prévue. Et ils vivent avec ce qui reste. C'est un changement de paradigme complet. C'est ça. D'accord, donc l'épargne est une habitude, elle nous protège de la dette et elle crée un capital. Mais quel est le but ultime de tout ça? Juste avoir un matelas de sécurité ou... Et c'est là, je trouve, la véritable révélation de Hill sur l'épargne. On pense que c'est un bouclier, une protection. Contre les imprévus, oui. Mais il nous dit non, c'est une épée. C'est un outil offensif pour attaquer les opportunités. Ah, j'aime bien cette image. Chaque euro épargné n'est pas un euro perdu pour le plaisir immédiat. C'est un euro qui achète une part de votre future liberté de choix. Et pour illustrer ça, les exemples qu'il prend sont incroyables. On parle d'Henry Ford, de John D. Rockefeller, Des géants, oui. dont les empires n'auraient pas existé sans un capital de départ souvent modeste, qu'eux-mêmes ou leurs proches avaient eu la discipline d'épargner. Sans cette épargne, pas de chance. La chance n'existe pas, ou plutôt on la provoque. Mais l'exemple qui m'a le plus marqué, c'est celui du jeune imprimeur à Marseille. Ah oui, parce qu'il n'est ni Ford ni Rockefeller, c'est un monsieur tout le monde. Absolument. Il a l'habitude de mettre 70 € de côté par semaine. Ce n'est pas une somme folle pour un artisan. Mais sur 3 ans. Il se constitue un capital de 9 000 €. Et quand l'entreprise où il travaille est sur le point de faire faillite, Il n'est plus un simple employé qui subit la situation, il devient un acteur. c'est ça qui est dingue. Son habitude d'épargner a complètement changé son rapport de force avec le monde. Il passe de victime potentielle à maître de son destin. Il peut racheter la moitié de l'entreprise. Vous avez mis le doigt dessus. L'argent mis de côté est un aimant à opportunité. C'est ce qui inspire la confiance en soi et aux autres. C'est la preuve la plus tangible du caractère et de la vision à long terme. Exactement. Et la conclusion de Hill, elle est sans appel. Il l'écrit noir sur blanc. La base réelle de presque toutes les grandes fortunes est l'habitude d'économiser. Ce n'est pas une question d'avarice. Non, c'est de la discipline, de la vision. C'est le chemin vers ce qu'il y a de plus précieux dans la vie, la liberté. La liberté de choisir, d'investir en soi, de construire ses projets sans être enchaîné par la peur ou la dette. Voilà. C'est une pensée incroyablement puissante sur laquelle réfléchir. En effet, notre prochaine analyse portera sur la 5e loi du succès, qui est la suite logique de tout ceci. Laquelle? L'initiative et le leadership. Un sujet tout aussi passionnant. Nous espérons vous y retrouver.